Je rappelle que conformément au décret 2016-1542 du 3 octobre 2016, qui a créé le COS-Petrogaz et en a fait un organe de pilotage stratégique chargé de conseiller le président de la République et le gouvernement dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement dans le secteur pétrolier et gazier. Il constitue ainsi une innovation importante dans la gouvernance stratégique et durable de nos ressources pétrolières et gazières et pour le rendre plus inclusif dans sa vocation à soutenir le dialogue national permanent dans sa composition, dont la composition a été élargie, comme vous le savez, à la société civile et à l'opposition par décret également 2020-2094 du 20 octobre 2020. Alors que nous nous préparons à l'exploitation de ces ressources, des tensions, voire des conflits pour certains pays peuvent marquer cette phase importante dans la vie d'une nation. J'ai voulu, par cette innovation, justement, que le Sénégal, à travers les ressources qui seront générées, puisse avoir de la prospérité pour les générations actuelles et les générations futures. C'est le sens de ce cadre COS-Petrogaz élargi. Et c'est aussi le sens de l'adhésion du Sénégal à l'ITIE, qui est l'initiative pour la transparence des industries extractives, qui a été, le Sénégal a adhéré en 2013 à cet ITIE, et des dispositions pertinentes de la réforme constitutionnelle de 2016 ont consacré pour la première fois l'appartenance des ressources naturelles au peuple sénégalais. Pas à l'État, mais au peuple sénégalais. Et des conséquences seront tirées dans cette loi qui vous sera présentée tout à l'heure. D'autres actes ont suivi, notamment la création de l'Institut national du pétrole et du gaz, l'INPG, pour former notre expertise nationale dans les métiers du pétrole et du gaz. Il y a eu la révision du Code pétrolier pour l'adapter au nouveau contexte de nos importantes découvertes. L'adoption également de la loi sur le contenu local pour faire bénéficier à notre secteur privé national de nombreuses opportunités qu'offre l'exploration et l'exploitation de ces ressources. Il y a eu enfin l'adoption en 2020 d'un code gazier. C'est près de 6 lois qui ont été votées pour accompagner cette nouvelle ère pétrolière et gazière du Sénégal. Voilà pour l'essentiel donc l'arsenal juridique, institutionnel et organique que j'ai voulu mettre en place pour préparer le Sénégal à vivre en toute sérénité sa nouvelle vocation dans le domaine des hydrocarbures et des mines. Je rappelle que dans une dynamique d'anticipation, tout ce processus a été mené en nous inspirant des meilleures pratiques de pays qui nous ont précédés dans ce terrain, jusque-là inconnu pour le Sénégal. Nous avons voulu apprendre des succès et des erreurs tirées de ces expériences. À mesure que nous avançons dans cette nouvelle ère, nous devons aussi veiller à adapter notre stratégie aux réalités changeantes. Et je voudrais dire, si j'ai fait ces rappels, c'est surtout pour inviter à la réflexion sur notre responsabilité commune
d'aborder avec calme et sérénité la nouvelle ère que nous vivons, puisque nous y sommes déjà, avec tout l'écosystème national qui fleurit autour du pétrole et du gaz. J'ai eu le plaisir d'en faire le constat il y a quelques jours, la semaine dernière, à l'occasion du sommet sur le bassin sédimentaire Mauritanie-Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry, communément appelé MSGBC, Oil, Gas and Power Summit, qui a été organisé la semaine dernière sur les enjeux de ce bassin sédimentaire. Et j'ai vu comment des entreprises locales, pas forcément connues du grand public, offrent aujourd'hui des services variés aux compagnies pétrolières et gazières chez nous, allant de la logistique au service de réservation d'hôtels, de transport, de soutien logistique dans les plateformes portuaires et autres. Et c'est cela aussi l'activité parapétrolière qui va rapporter à notre économie nationale. Et croyez-moi, ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais, jeunes pour la plupart, comme nous, qui s'activent dans ces entreprises donnant sens et effectivité au contenu local que nous avons défini. Je peux ajouter les nombreux emplois directs et indirects générés par les activités pétrolières et gazières. Si nous retenons sur cette voie, si nous restons, autant pour moi, sur cette voie, nous avons toutes les raisons d'être optimistes en restant également humbles dans nos propos et nos actes. Les activités liées à l'exploitation et à l'exploration pétrolière et gazière sont en effet aussi nombreuses que complexes. Il n'y a pas un seul expert ou spécialiste du pétrole et du gaz de bout en bout. Ça n'existe pas. Si quelqu'un le dit, vous pouvez le démentir. Il y a des experts et des spécialistes, chacun dans un domaine particulier de la chaîne, qui est une longue chaîne de valeurs et de métiers. Donc nous devons être quand même relativement humbles si nous parlons de ce sujet. S'il en est ainsi, et il en est ainsi, écoutons donc les spécialistes et faisons bon usage de leurs conseils et avis. Ne cédons pas aux tentatives d'un monde de virtualité et de paradoxe, où ceux qui ne savent pas ou qui ne savent rien parlent de tout, et ceux qui savent se taisent ou rasent les murs. Du reste, la sagesse veut qu'à toute question, le sachant réponde à la mesure de ses connaissances. Seul l'ignorant a réponse à tout. Cela dit, et c'est l'objet de cette instance qui nous réunit ce matin, nous pouvons réfléchir ensemble, nous interroger et interagir afin de corriger nos limites et améliorer nos performances. Ce projet de loi est en gestation depuis 3 ans. Il est passé 2 fois en Conseil des ministres. Et j'ai dit, avant de l'adopter, il faut qu'on réunisse le COS Petrogaz dans sa composition complète pour enrichir davantage le texte avant de l'envoyer à l'Assemblée nationale où il sera discuté par les représentants du peuple. Tout cela est positif et concourt à une meilleure gouvernance de nos ressources. Et cette instance qui nous réunit correspond bien à notre pratique traditionnelle du diso, la concertation. Alors, ce qui importe, c'est de nous rassembler autour de nos ressources et faire en sorte que les retombées économiques et financières de leur exploitation profitent à notre pays, dans le respect également du droit de l'investisseur. Parce que sans respect des droits de l'investisseur,